On va à présent regarder la transmission dans les matériaux. Alors c'est une zone des matériaux qui est un peu plus complexe que le reste peut-être, parce qu'elle fait intervenir déjà, on voit déjà ici, pas mal de paramètres. Mais il faut savoir que en fait les deux paramètres roughness et IOR ici de index de réfraction du spéculaire vont intervenir également. On aura également quelques paramètres dans la zone géométrique qui pourraient intervenir, et enfin quelques petits réglages ici avancés. Ça c'est une chose. On aura en plus peut-être plus à travailler avec les paramètres de sampling. On aura encore quelques paramètres 1 ici et éventuellement les ray depths à régler. Donc ça fait pas mal de choses à dire. Alors une première chose que je veux mettre en évidence, c'est la différence entre des matériaux avec de la transmission et des matériaux qui seraient transparents, donc semi-opaques ou opaques. Donc ici c'est vraiment l'opacité, un moyen de faire disparaître les objets, tandis qu'ici c'est vraiment des moyens d'avoir des matériaux de type verre, de type du miel ou des jus d'orange ou des choses comme ça. Alors on va progressivement explorer tous ces attributs, et le premier attribut que je vais regarder, on va regarder d'abord que quand on active ici la transmission, il nous reste une composante, donc la composante de diffus disparaît complètement, donc la base diffuse ou métallique disparaît complètement, donc on ne met pas de métallique a priori quand on met un matériau en transmission. On va avoir une composante de spéculaire qui est relativement similaire à celle qu'on aurait avec une base diffuse, et on va avoir notre passe de transmission. Donc on voit ici essentiellement les objets qui sont derrière nos objets en transmission qui apparaissent au travers de nos objets. C'est donc la lumière qui arrive, qui éclaire les surfaces derrière et qui est transmise vers notre œil pour faire apparaître les objets de type vert, etc. Alors une autre remarque qui sera importante, c'est l'idée qu'on peut avoir des surfaces soit uniques, soit des surfaces épaisses. Donc ici on voit par exemple une plaque de verre, contrairement à une surface, ici de nouveau une sorte de surface gondolée ici qui est épaisse, qui a une certaine épaisseur, tandis que cette surface-ci est une surface simple. Donc on voit que l'effet est complètement différent, et on aura plus l'impression d'une quantité de matière comme du verre ici, que ici on a vraiment l'impression d'une surface de verre. Alors on a un paramètre ici qui va jouer un rôle très important aussi, qui va nous permettre de transformer nos surfaces, comme par exemple celle-ci en une bulle. Donc si je coche la surface, la case thin walled, je vais transformer mes surfaces avec de la transmission en surface de type bulle. Alors j'ai un petit problème avec la transmission, c'est que le temps de rendu devient rapidement assez important. On pourrait aller voir dans un AOV qui s'appelle CPU Time le temps de rendu. Donc il faut que je baisse aussi l'exposition très fort. Et je peux voir que quand je fais des calculs de transmission, je vais avoir dans toutes les zones où il y a des surfaces de transmission à traverser, ici il y en a éventuellement même plusieurs, 1, 2, 3, 4, ici si je compte les épaisseurs du verre, rapidement le temps de rendu devient un petit peu plus long. Donc je choisirais peut-être à certains moments de baisser un peu la qualité pour pouvoir avoir des temps de rendu un peu plus rapides. Ou je ferai peut-être des coupures pour voir le résultat sans passer mon temps à attendre que le rendu se fasse. Donc ici on voit le résultat thin walled comparé au résultat qu'on avait juste avant. Donc ici toutes les surfaces, c'est vraiment l'idée qu'on a une surface comme un film plastique et à l'intérieur de l'air.
Donc je referai vraiment bien les distinctions d'opacité ou de thin walled à la fin ou dans une vidéo suivante. Alors on va se concentrer pour commencer sur l'indice de réfraction et le roughness. Donc je vais d'abord mettre le roughness à 0 et on voit quand on met le roughness à 0 qu'on a vraiment plus l'impression d'un liquide parfait comme de l'eau ou du vinaigre ou de l'alcool blanc. Et c'est vraiment ici l'indice de réfraction. Je vais prendre une table ici. L'indice de réfraction qui va nous donner une impression différente, soit d'alcool, d'air, de diamant ou de verre. Donc on voit qu'on a des valeurs ici qui sont peut-être un petit peu plus marquées que ce qu'on avait avec les autres matériaux, et l'indice de réfraction, c'est vraiment typiquement avec les matériaux en transmission qu'il est défini. Donc la réfraction, c'est vraiment l'idée que quand un rayon arrive à la surface d'un objet en transmission, le rayon est dévié et il se rapproche de la normale de la surface. Donc plus il est dévié, plus donc si je mets un indice de réfraction de 1, je n'ai aucune déviation, donc mes objets disparaissent. Si je mets une valeur assez faible, 1.05, on commence tout doucement à avoir une déviation des surfaces, ça ne correspond pratiquement à aucune matière existante, et on va commencer à avoir, par exemple, avec des liquides comme l'alcool, 1.3, une déviation, une légère déviation, une légère déformation des objets au travers de nos surfaces. Donc évidemment, plus l'objet est épais, plus on aura de déviation. Alors on va prendre une valeur comme l'eau ici, 1.33. Donc c'est aussi des valeurs que vous pourriez retrouver en faisant un clic droit ici. Donc je peux retrouver toute une série de valeurs. Donc, je vais par exemple trouver la valeur pour l'eau ici. Donc il faut faire un clic droit dans le champ, ou sur le champ, sur les... C'est un clic gauche, pardon. Donc on va trouver par exemple le diamant, qui lui dévie nettement plus les rayons. Donc si je compare vraiment, donc ici je suis sur les Beauty Pass, si je compare par exemple ici le diamant et le verre, donc on voit la déformation, mais on peut aller vraiment regarder que ça va affecter ici nos reflets spéculaires, ici pour le verre, ici pour le diamant. Donc le reflet spéculaire du diamant est beaucoup plus prononcé, ça on l'avait déjà expliqué, et donc beaucoup plus présent sur les faces à l'avant, ce qui lui donne aussi un aspect plus noble et plus intéressant. Et donc pour le verre, il est un petit peu moins présent. Donc c'est vraiment une chose qui nous donne une perception différente entre le verre et le diamant, le reflet spéculaire, donc qui donne un aspect un peu plus riche. Et si on va voir du côté de la transmission, on a donc une transmission beaucoup plus déformante quand on le voit bien avec cette forme-ci, beaucoup plus déformante quand on est sur le diamant que sur le verre. Voilà, donc ça c'est pour vraiment bien comprendre que l'indice de réfraction, c'est vraiment un premier paramètre absolument essentiel à régler dès qu'on active la transmission. Et donc vous pouvez soit cliquer ici pour avoir des valeurs plus ou moins standards de plastique, d'huile ici, huile d'olive, de verre, de glace, d'éthanol, donc d'alcool, d'eau, de saphir, donc différents, ou la cornée de l'œil. Sinon, vous pouvez toujours aller voir dans le PDF, retrouver ces différentes valeurs, ou les prendre ici. Donc on a également par exemple le cristal ou différentes valeurs comme ça. Donc après l'indice de réfraction, le paramètre suivant est le paramètre de roughness. Donc c'est le paramètre toujours en spéculaire ici. Donc là on voit avec un roughness à 0, ici avec un roughness à 0,2 et ici avec un roughness à 0,5 ici je pense. Donc plus j'augmente ce paramètre, plus mon reflet va
ma transmission va se flouter. Quand je dis ma transmission, c'est aussi, donc on voit ici la variation de la transmission. Elle va donc se flouter d'autant plus en fonction de l'épaisseur ou de la hauteur ici, de la profondeur ici de mon matériau. Donc ça c'est une chose. Et on remarque également que le reflet spéculaire lui aussi se floute. Ça c'est toujours le cas, comme avec le spéculaire sur un matériau diffus simple. Alors, une chose qu'on va remarquer également, c'est que plus on augmente le roughness, plus on va avoir de grains. Donc là, le problème est différent. Donc on peut supprimer ce grain et améliorer ce grain en augmentant la qualité, ici les samples, le sampling en transmission. Donc ici, j'ai une image avec des samples à 2, ici des samples à 5. On voit tout de suite que le grain est nettement moins présent et le matériau plus agréable, il est encore un peu présent, donc il faudra peut-être augmenter le sampling jusqu'à 6 ou 7 ou augmenter les caméras à 4 en laissant le transmission à 5. Donc ces deux paramètres-là, on va le voir dans des vidéos qui feront le point sur vraiment tous ces paramètres-ci. Le caméra A ou le transmission va améliorer, diminuer le grain dans les zones de transmission. Donc je peux voir ici le résultat, comparer le résultat avec un grain un peu meilleur. J'espère que vous voyez bien dans la vidéo, mais donc mon reflet est de nettement meilleure qualité ici, mais il a pris 3 minutes 40 pour ce faire, donc je vais me permettre dans les exemples suivants de diminuer un petit peu la qualité pour avoir un feedback un peu plus rapide. Alors maintenant qu'on a parlé des attributs communs avec le spéculaire, on peut vraiment entrer dans la zone ici de la transmission. Donc je suis venu avec un roughness de 0,1. Alors pour vraiment bien comprendre ça, et donc le premier attribut, donc c'est le weight. Ici a priori le weight en transmission on le met à 100% et on va rarement même le texturer. Donc on va commencer à regarder le color. Donc pour bien comprendre le color, j'ai changé un petit peu mon éclairage et on remarque, il y a une chose qu'on remarque, c'est que pour le moment les objets ne transmettent pas, ne créent pas d'ombre. Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas d'ombre? Parce que simplement pour le moment ils transmettent 100% de la lumière. Elle est donc déviée, mais elle n'est pas absorbée par le matériau. Donc pour commencer à obtenir des ombres avec nos matériaux, il faut mettre une couleur. Ici j'ai mis pour cette image-ci une couleur légèrement grise. Donc c'est un blanc, un gris très très clair qui va déjà donner cet effet-là. Alors si je mets une couleur, ici un bleu qui est assez clair aussi, j'obtiendrai ceci, et voici le résultat avec le bleu que j'ai ici, donc qui reste un bleu quand même assez clair. Donc j'ai montré différents exemples ici de valeurs, mais donc on voit que pour obtenir des ombres avec nos objets, ce qui est quand même assez naturel, on va vraiment colorer, ne fût-ce que très légèrement, nos verres. Alors ici, j'observe une chose quand je colore le vert, c'est que le bleu est pratiquement uniforme sur tous ces différents types de verres. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est une coloration ici de surface. C'est vraiment, donc ici je vois peut-être que c'est un peu plus dense ici parce qu'il y a 4 surfaces qui sont traversées, mais donc un peu plus dense ici que ici ou ici, étant donné qu'ici il n'y a qu'une surface qui est traversée, mais c'est vraiment une coloration de surface ici. Pour obtenir une coloration du vert dans la matière, on va mettre une certaine valeur ici. Je vais mettre par exemple 0,1, ou je vais mettre 1, je vais mettre 10. Et donc on voit ici que, en fonction des dimensions de la scène, ici c'est vraiment très très dépendant des dimensions de la scène, on peut définir que la couleur ici ne va être obtenue qu'à une profondeur de 10 cm. Donc ici, je commence à avoir un effet un peu plus intéressant ici, vraiment de vert dont l'épaisseur va définir la couleur.
Donc on peut vraiment remarquer aussi, donc si je regarde avec deux épaisseurs différentes, un depth de 20 ici, un depth de 10 ici, on va vraiment voir que sur des surfaces ici qui sont qui pénètrent dans le sol ici, donc qui sont juste des surfaces fines, on va avoir un effet vraiment très intéressant, et donc vraiment comme on peut imaginer que grâce à ça on va pouvoir faire des surfaces comme un lac ou un liquide qui est dans un bol, etc., et que ça va nous donner, simplement avec une surface par le dessus, ça va nous donner une coloration en fonction de la profondeur du liquide. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On verra que avec les autres effets comme le scatter, etc., ça va continuer à être intéressant. Alors je vais regarder maintenant une petite case ici un peu plus bas, c'est la case caustique. Pour le moment, la lumière traverse les objets, est absorbée maintenant avec la couleur en fonction de l'épaisseur de notre matière, et donc projette une ombre. Ce qui n'est pas encore présent dans notre image, c'est l'idée que la lumière traverse l'objet et continue son parcours et va rééclairer ou éventuellement même rebondit sur les surfaces. Et ça, c'est ce qu'on appelle les caustiques. Donc c'est vraiment l'idée, cette fois, que la lumière rebondit sur nos surfaces. Et alors on verrait bien ça dans la passe d'indirect. La différence, on la verra très bien dans la passe d'indirect que je vais me rajouter. Dans cette passe, on visualise avec ou sans cette contribution des caustiques ici. Alors ce qu'on va peut-être remarquer en activant les caustiques, c'est la présence de petits points blancs ici, on appelle ça des fireflies, donc des petits feux volants, des feux follets je pense, que ça se traduit feu follet. Et donc pour diminuer la présence de ces fireflies, donc on a la possibilité de venir dans un des paramètres ici, avancé du rendu, augmenter le flou sur le spéculaire indirect. Donc c'est une valeur ici qu'on peut augmenter et qui va diminuer ces fireflies. Donc là j'ai activé, je regarde en activant et on voit par exemple la lumière qui pénètre au travers du plan et qui va rééclairer par l'arrière le plan en dessous. On peut voir aussi ici ce serait plutôt la lumière qui rebondit sur les surfaces et qui vient rééclairer mon plan. Donc ça c'est plutôt des caustiques par spéculaire et ici des caustiques par transmission. Donc c'est un double effet qui se rajoute à la scène. Et si je regarde donc maintenant dans la passe de Beauty, la différence, ça va nous rajouter une sorte d'éclairage sous les objets et d'éclairage aussi légèrement autour des surfaces. Ici il n'est pas très visible, mais on le voit un petit peu ici. Voilà. Alors je vais continuer dans cette zone-ci à parler cette fois-ci des réflexions internes. Donc ici on voit la différence quand on active ou qu'on désactive les réflexions internes. Donc ici c'est activé, ici c'est désactivé. Donc c'est l'idée que on peut décider, pour accélérer un tout petit peu le temps de rendu, de ne pas calculer les réflexions internes. Elles sont cochées par défaut, c'est-à-dire qu'on a un meilleur résultat quand on les coche. Évidemment, c'est plus intéressant d'avoir les réflexions internes, mais ça rajoute un petit peu de temps de rendu, donc c'est une option qu'on peut désactiver. Donc on vient de parler des caustiques des réflexions internes, qui sont déjà deux moyens ici si je décoche ces deux cases-là, le temps de rendu va être un peu plus rapide, mais donc j'ai des effets qui ne sont pas calculés. J'ai d'autres choses que je peux faire dans cette zone-ci, donc la zone de ray depth, la profondeur des rayons, donc quand Arnold calcule son image, il envoie des rayons dans la scène qui rebondissent plusieurs fois sur les surfaces, qui traversent ici en transmission plusieurs fois les surfaces. Ici, si je mets la valeur à 0, je vois qu'il n'y a aucun rayon qui traverse mes surfaces. Si je le mets à 1, je vois que les rayons peuvent traverser, donc les rayons du sol ici derrière le plan, arrivent vers l'œil parce qu'ils traversent une surface. Donc ils sont autorisés à traverser une surface. Ici, les rayons qui éclairent le sol ne sont pas visibles parce qu'il faut deux surfaces pour commencer à les voir. Quand je suis à 2, je vois au travers par exemple d'une vitre
Et je vois certaines parties seulement du vert ici, mais je ne vois pas ici, donc j'ai du noir, parce que j'ai 4 surfaces traversées. Donc il faut que j'augmente encore à 3 et à 4 pour commencer à voir dans ces zones-ci. Et alors dans des zones un petit peu plus complexes comme ici, ben, il y a la lumière rebondit, éventuellement ricoche un peu sur les surfaces, et il va falloir même augmenter un peu encore au-delà, donc à 5 ou à 6, et c'est vraiment quand j'atteins des valeurs de 5, 6, 7 que pour un verre par exemple, je vois vraiment tous les rayons qui arrivent, qui traversent les surfaces depuis l'arrière de l'objet. Donc on a ce même genre de considération pour le spéculaire, par exemple. Je pourrais venir décider que je ne visualise que ici, donc je vois la réflexion de l'environnement, ça c'est de la réflexion d'un éclairage direct, mais je ne vois pas la réflexion du spéculaire sur mes objets. Donc, je vais me concentrer un petit peu sur mes deux sphères métalliques ici. Alors si je mets à 1 en spéculaire, je vais visualiser la sphère de droite sur la sphère de gauche, mais je ne visualise pas la réflexion de la sphère de droite sur la sphère de gauche, sur la sphère... Enfin bref, il faut augmenter aussi le spéculaire si on veut commencer à avoir des réflexions, de réflexions, de réflexions, et on voit vraiment dans la sphère ici, dans la réflexion de la sphère dans la sphère, on va vraiment visualiser ce problème de la même manière. Donc ça c'est un réglage, typiquement ce réglage là on le fait peut-être moins en spéculaire, donc on peut laisser les spéculaires un peu moins présents parce que typiquement dès qu'il y a un peu de roughness, c'est quelque chose qu'on ne va pas vraiment voir. Alors je reviens avec une valeur qui n'est peut-être pas très bonne ici, même avec une valeur tout à fait noire ici. Je vais regarder la case Exit to Background. Donc si je coche cette case-là, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, je vais visualiser à la place de voir du noir. Donc à la place de voir du noir ici, je vais voir ce que je verrais si je n'avais pas d'autres objets entre mon objet de transmission et le background. Donc ici mon background c'est un Skydome avec une texture image HDRI, et donc je peux remplacer la couleur noire par cette couleur qui peut être probablement plus intéressante. Donc dans certains cas qui serait vraiment plus intéressante, donc ça me permet éventuellement je vais faire réapparaître mon sol, ça me permet éventuellement de me permettre de mettre une valeur un peu moins élevée ici, sans avoir vraiment trop de dommages dans mon image. Donc si je compare cette image-ci, je vais attendre que le rendu se termine. Donc j'ai ici fait plusieurs images, soit transmission à 4 ou à 8, et avec ou sans exit background. Donc ici je suis en 4 sans exit background, ici en 8 avec toujours sans exit background. Ici je suis avec exit to background et une valeur de 4, donc on peut comparer avec ou sans exit background ici. Et ici je suis avec une valeur de 8 et exit background, donc la différence ici on voit que le exit to background va vraiment venir me donner une sorte de luminosité encore supplémentaire dans les surfaces des verres, et peut vraiment commencer à devenir très très intéressant aussi. Voilà, donc différentes possibilités ici. Donc on peut se dire qu'une valeur de 6 ici, ou 6 ou 7 est intéressante. La case à cocher exit to background si vous avez un Skydome, les caustiques si vous avez le temps d'avoir un résultat plus intéressant, mais qui sera peut-être pas toujours si intéressant dans des cas comme ceci, et les réflexions internes qui a priori donnent un résultat plus réaliste. Alors on a vu que l'indice de réfraction et le roughness étaient communs au spéculaire et à la transmission. On dispose ici d'un attribut extra roughness qui nous permet en fait de dissocier le roughness de notre transmission du roughness du reflet spéculaire. Donc ici on voit le reflet spéculaire ne change pas,
et c'est vraiment ici à l'intérieur du verre qu'on a quelque chose de plus trouble. Donc ça peut vraiment être intéressant pour parce qu'on a des verres qui sont troubles de nature, donc ça nous permet d'avoir un verre trouble avec une surface qui, elle, est bien lisse. Alors on pourrait éventuellement avoir envie d'avoir l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un reflet spéculaire qui soit flou, par exemple un verre dépoli, qui à l'intérieur soit plutôt net. Donc pour faire ça, on va oublier ce principe, cet attribut-là, on va supprimer la couche de spéculaire et on va utiliser une couche de côte à la place qui pourra, elle, avoir un reflet spéculaire, enfin, donner l'effet d'un reflet spéculaire qui, lui, est plus flou. Donc on peut également faire cette combinaison avec le côte pour avoir un reflet plus flou et le verre à l'intérieur qui soit plus net. Alors on a vu déjà deux manières de colorer un objet en transmission, un verre, soit en surface, vraiment avec l'idée qu'il y a une pellicule bleue à la surface, soit comme si la matière était teintée de bleu comme une encre. Et on a une troisième manière de teinter le verre qui va plutôt donner une impression d'opalescence ou je ne sais pas exactement comment on appelle ça, donc de scatter, de diffusion du reflet, donc qui va fonctionner par exemple pour un jus de pomme ou un jus certains peut-être du miel et des choses comme ça, peut-être certaines pierres précieuses également. Et donc ce paramètre va évidemment dépendre de la couleur, va dépendre aussi de la profondeur. Alors si je teste avec une profondeur nettement plus petite, je vais stocker mon image pour comparer. Donc, si je teste avec une profondeur plus petite, je vais voir que ça devient carrément presque doucement presque plus opaque. Donc ça va pouvoir permettre aussi peut-être de faire des eaux sales et des choses comme ça. Alors une remarque par rapport à ces couleurs ici. Les couleurs sont multipliées par la profondeur et on a vu qu'une profondeur de 0 nous donnait un effet totalement différent. Donc il faut être vraiment prudent quand vous créez des couleurs de ce type-là. J'aimerais bien garder visible. Voilà. Il faut être vraiment prudent avec ce type de couleur et ne jamais venir mettre un RG ou B à la valeur 0, sinon on risque d'avoir un résultat qui pourrait être un peu imprévisible. Donc si je viens mettre par exemple, donc ça se verra je pense plutôt avec cette couleur-ci, donc si je viens mettre un des champs ici à 0, je vois que j'ai un résultat qui devient complètement imprévisible, qui ne laisse plus passer qu'une partie de la lumière, donc on veillera à laisser des valeurs intermédiaires quand on veut colorer ces champs-là. Et donc si je n'utilise qu'un des champs, je mets le second en blanc. Donc ici vraiment un effet qui va être d'autant plus présent que la valeur est petite ici, et qui donc pourrait même tout doucement commencer à se rapprocher de ce qu'on va faire avec le subsurface scattering, le SSS juste après, subsurface ici. Mais donc qui peut devenir aussi beaucoup plus doux si je mets des valeurs plus élevées. Ça dépend donc également vraiment très très fort des dimensions dans ma scène. Donc je peux éventuellement, pourquoi pas combiner les deux. Et donc choisir des valeurs qui ne soient pas nulles, c'est vraiment ça que je disais ici. Si je veux commencer vraiment à utiliser la transparence, et on peut faire toutes sortes d'effets de verre colorés qui absorbent une partie de la lumière, qui colorent une partie du reste de la lumière, etc. Alors quand on travaille avec une couleur en scatter et donc une certaine profondeur, on a deux autres paramètres qui vont vraiment fort intervenir. C'est évidemment la qualité de la transmission. Donc ici ça c'est avec une transmission des samplings en transmission à 4.
à 2, pardon. Donc on voit qu'il y a une espèce de grain étrangement jaune dedans. Ici, le paramètre est réglé à 4, donc le grain diminue, il n'est pas encore tout à fait absent, mais il diminue. Donc la qualité est évidemment meilleure si on augmente les samplings ici. L'autre paramètre qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'anisotropie du scatter. Donc ici, c'est une valeur de 0. Si on met une valeur positive, on va voir que le scatter va en fait disperser beaucoup plus latéralement les rayons. Et si on met une valeur négative, donc ici c'est moins 0,8, les rayons vont traverser et être absorbés, mais plus dans la direction de l'éclairage. Donc il y a une sorte de comportement vraiment très très différent. Donc ici avec une autre valeur, ici ça c'est une valeur de 0,2. Donc ça change quand même vraiment assez fort l'aspect de cette dispersion scatter de notre transmission. Alors une autre chose qui va vraiment fort changer l'aspect de notre surface, c'est de rajouter du bump. Donc on avait déjà vu en diffus ou en spéculaire que ça changeait très fort l'aspect de notre objet. Ici, si je regarde avec du bump, avec deux bumps différents, on va pouvoir obtenir vraiment des aspects de verre un peu martelé comme ça, ou des aspects de vitres peut-être un peu plus anciennes, de verre soufflé, ou de surfaces d'eau qui sont troublées par déjà ne fût-ce qu'une légère ondulation. Alors évidemment on pourrait aller plus loin, donc ici j'ai une surface d'eau qui serait un peu comme une vague ici, et je pourrais évidemment, soit avec du displacement, soit avec peut-être un déformeur comme le texture déformeur, donc vous rajoutez sur un plan qui aurait beaucoup de subdivisions le texture déformeur. Donc si je le fais sur cet objet-ci, il suffit de simplement rajouter ici une texture. On pourrait prendre la texture noise par exemple, qui propose un réglage d'ondulation en vague comme ça, et donc on peut faire toutes sortes de réglages de fréquences, etc. Et ensuite, je vais simplement mettre un peu sur pause ici. Et donc quand on a notre texture déformeur, on va utiliser le strength pour augmenter notre ondulation. Donc ici ma texture n'est peut-être pas une fréquence très intéressante ici, et donc je vois que je fais onduler ici, ma forme ici. Donc ça serait peut-être plus intéressant de faire ça évidemment sur une surface plate. C'est juste pour la petite démo. Et donc ici dans ces images que je montrais dans la vidéo précédente, la surface de l'eau, pour faire la mer, est donc réalisée avec vraiment un simple plan ici, déformé avec un texture déformeur et ce noise réglé en wave, qui est bien orienté. J'ai donc coloré simplement l'eau avec une profondeur, peut-être mis un petit peu de scatter et un roughness relativement élevé pour donner un peu de flou sur les coquillages dans le fond de l'eau. Sur l'image ici, il n'y a pas de caustique, sur celle-ci il y en a. Donc voilà, pour vous donner un peu un exemple. Alors l'écume elle est faite avec l'utilisation d'un second plan superposé et de la transparence, et c'est en fait juste un matériau avec un peu de diffus et d'émission et de l'opacité bien calculée. Donc qui fait disparaître à certains endroits et qui met une opacité de 20% l'écume à d'autres endroits. Et donc il y a une texture de bruit qui est utilisée pour disperser l'écume. Alors on va trouver à la fin ici des paramètres de transmission, Dielectric Priority, qui est donc une nouveauté de la toute dernière version d'Arnold. Donc je suis sur la version... Voilà, ici, la version 4.1. Et donc c'est un paramètre qui va nous permettre de définir quel matériau, quand on en a plusieurs qui sont superposés, plusieurs matériaux avec de la transmission, quel matériau va avoir la priorité. Donc on va mettre la priorité au matériau qui doit faire disparaître en fait ici. Donc on a le liquide qui
qui a la priorité la plus basse, et chaque fois qu'un matériau vient par-dessus lui, donc des bulles, de la glace ou du verre, ils vont prendre une partie de son volume, le faire disparaître et remplacer en fait ce liquide-là. Donc ça va nous permettre comme ça d'avoir, on va voir exactement ce qui se passe ici en détail. J'ai mis pour le moment le verre avec un indice de réfraction très très bas. Comme ça je vois vraiment l'effet quand on active ou pas les diélectriques empilés, nested. Donc dès que je coche ici, on voit qu'il y a une partie des surfaces qui vont disparaître, partie du volume. Donc si je regardais ici en transparence, ben, le liquide pénètre dans le volume du verre. Et grâce à ce système-là, on va pouvoir vraiment avoir des diélectriques qui fonctionnent correctement et qui nous donnent donc, si par exemple j'ai des glaçons, une zone plus claire là où il y a les glaçons, etc. Bref, les bulles font disparaître le liquide là où elles sont, et donc on a un résultat qui est vraiment très très simple et très facile à réaliser. Donc c'était une situation qui était vraiment assez problématique et assez difficile à résoudre dans le passé, et donc nouvelle version d'Arnold, on a quelque chose de très facile. Donc on va regarder un petit peu vite fait les matériaux. Donc pour le verre, ben, je vais revenir déjà changer l'IOR pour mettre celui du glace, donc verre en anglais. Je pourrais également jouer un peu sur les propriétés de roughness, colorer un peu le verre, faire un verre peut-être légèrement bleuté, et régler son paramètre de depth. Et mon système ne marche plus. Apparemment, il n'aime pas le depth ici pour le vert, pour le premier. Je vais juste colorer un peu le vert en surface. Alors, le liquide, lui, je l'avais coloré en surface et il n'y avait aucun problème. Donc il y a un petit bug ici. Apparemment, si on met un vert coloré en surface avec de la profondeur, pardon. Au niveau du liquide, donc simplement une certaine couleur, un IOR adapté, un très très léger roughness pour troubler un petit peu le liquide. Les bulles, elles ont donc un IOR de 1 pour faire l'air, donc en fait une toute petite valeur, on peut aller la chercher précisément ici. Je pense qu'elle est dans la série aussi. C'est une valeur de 1 ou de 1,05, quelque chose comme ça. Une toute petite valeur pour les bulles d'air, un roughness à 0, ou un roughness qu'on pourrait mettre éventuellement la même valeur. Non, roughness à 0, c'est l'air. Et enfin, la glace, on pourrait élever un peu le roughness, peut-être jouer aussi avec des histoires de couleurs, donc déjà assombrir un petit peu, et jouer peut-être avec, mais voilà, de nouveau, il semble qu'il y a un petit problème dès qu'on commence à mixer un peu trop les profondeurs. Voilà, donc ici, pour réaliser un verre avec un liquide, quelques bulles et des glaçons. Et donc pour faire quelques comparaisons, ici la version sans diélectrique, ici la version avec les nested diélectriques activés, et enfin la version où j'active en plus les caustiques, etc. pour avoir le meilleur résultat possible. Alors il nous reste une dernière petite chose à voir ici en transmission, c'est la possibilité de cocher la case thin walled ici. Et quand je fais ça, en fait je vois que la plupart de mes attributs ici deviennent grisés. Donc tous ceux qui sont encore disponibles sont évidemment utiles. Alors je vois que maintenant je n'ai plus aucune déformation des rayons, donc il n'y a plus du tout de réfraction, j'ai vraiment une surface transparente ici, qui ne déforme donc rien, et que je vais pouvoir colorer. Donc je suis ici sur la couleur
Je vais pouvoir vraiment utiliser ça comme un film plastique, et on voit que je peux rester vraiment dans des tons assez clairs pour avoir très rapidement une couleur ici. Alors, on a toujours le paramètre roughness, lui, ne va plus influencer que la passe de diffuse, donc on a toujours de spéculaire, pardon. On a toujours le spéculaire ici, et l'IOR influence toujours le spéculaire, donc il sera moins présent si je le diminue, il sera plus présent si je l'augmente. On va rester sur des valeurs peut-être de 1.6 comme du plastique. Et ce qui continue vraiment d'influencer ma transparence, c'est le roughness. Donc si je mets un roughness à 0 et que je coupe mon spéculaire, je vais voir que j'ai vraiment des surfaces vraiment assez plates et sans trop d'intérêt. Que si j'augmente un peu le roughness, je commence quand même à avoir une certaine présence de déformation, un petit flou qui apparaît par cette transparence, donc on aurait quelque chose qui va plus vers le calque ou le film plastique. Donc on obtient des résultats élevés. Et donc on utilise également en parallèle la couche de spéculaire. Et donc voilà, une technique assez simple pour créer des films plastiques colorés. Alors quand on parle de transparence ici pour faire des films plastiques colorés, on a vraiment du mal à ne pas parler aussi du paramètre d'opacité. Donc le paramètre d'opacité, lui, est quand même assez différent. Le paramètre d'opacité est plutôt un paramètre qui permet de faire disparaître vraiment l'objet ou des parties d'objet. Donc on va pouvoir soit obtenir quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un voile, donc ce sera un peu différent au niveau des ombres notamment. Donc les ombres réagissent vraiment très différemment, c'est partiellement des ombres diffuses ici, tandis qu'ici j'ai des ondes de transparence, donc il y a quelque chose d'un peu différent ici. Mais surtout, vraiment, c'est quelque chose qui est typiquement utilisé avec par exemple une texture. On va y revenir tout de suite. Alors je vais aller regarder aussi au niveau de... Je vais masquer mon plan ici, et aller regarder ce qui se passe dans l'alpha de ma scène. Donc, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, et ça c'est dû au fait que je visualise ma lumière, mais donc je vois que pour l'alpha de ma scène, l'opacité va intégrer des informations dans l'alpha de la scène que la transparence n'en intègre pas, donc j'ai toujours un alpha 100%, comme si mon matériau était diffus ou métallique. Donc je fais réapparaître mon sol et je reviens en RGB. Donc on va maintenant aller regarder l'idée de texturer notre transparence. Donc je vais venir avec une image et je vais prendre un masque noir et blanc, et donc je vois vraiment que cette fois, grâce à ma texture noir et blanc, là où c'est blanc, mon opacité est à 100%, donc l'objet est visible. Là où c'est noir, l'objet disparaît complètement et est comme découpé. Donc on va pouvoir utiliser ce système-là, par exemple pour créer des feuilles d'arbres à partir d'un simple plan et une texture noir et blanc en forme de feuille, ou créer des grillages, ou créer toutes sortes d'éléments troués sans devoir vraiment les modéliser. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. On pourrait également faire des trous dans des vêtements ou des mailles, peut-être de toutes sortes. Alors, on peut regarder aussi, pour compléter vraiment ce sujet-là, l'idée de... Je vais regarder ce qui se passe si je mets de la transparence colorée, et là on va se rendre compte que ça fait quelque chose de vraiment très très étrange. Donc j'ai mon objet qui est visible partiellement, donc il est ici visible en rouge et en vert par exemple, mais il laisse passer complètement le bleu. Donc il est transparent au bleu, donc je vois transparaître du bleu au travers de mes objets, et le rouge et le vert ici, donc le jaune au final,
sont eux complètement opaques. Donc ça me donne un résultat vraiment pas du tout intuitif. Donc je vous déconseille plutôt, je vous déconseille vivement de faire ça. Donc je reviens quand même, je vais revenir ici avec ma texture. Ici, bien, pas quand je le fais comme ça. Voilà. Je reviens quand même aussi avec l'idée que on peut utiliser cette transparence avec n'importe quel matériau. Elle va vraiment que mon objet soit métallique, qu'il soit en transmission, donc transparent avec du spéculaire. On va voir que ça permet vraiment de découper des bulles de savon, ce truc-là. Donc on a vraiment la possibilité, avec cette opacité, de découper nos surfaces. Donc ceci clôture vraiment toute l'explication sur la transmission et la transparence et l'opacité. Donc il nous reste à voir le subsurface, l'émission et quelques petits paramètres par-ci par-là.